Pensée de la nuit. C'est le peintre Bordua qui fut son professeur, qui lui a insufflé cette ardeur. Jean Le Tartre est devenu réalisateur de télévision par nécessité. Il aurait préféré se consacrer à la peinture et à la sculpture. Cet homme polyvalent était mon cousin par alliance. De l'avoir côtoyé fut une manne tombée du ciel. D'une grande simplicité, il savait être à l'écoute des autres. Jean fut professeur en arts plastiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières et il reçut 2 prix Wilderness au cours de sa carrière, prix qui est décerné au meilleur film original présenté à la télévision publique canadienne. Étant proche de la nature, enfant, ses parents avaient un chalet à Lillet. Il partait souvent à pied jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, près de Lillet, afin de voir travailler les fameux sculpteurs Bourgault. Il a beaucoup appris d'eux. Étant moi-même originaire de Lillet, nous partagions notre admiration devant les beaux paysages de cette région de Chaudière-Appalaches. Il a toujours aimé mieux la campagne que la ville. La maison de Jean à l'île Verte était devenue le nid où il pouvait faire éclore ses œuvres. Fidèle à la fibre familiale lors de ses reportages pour Radio-Canada ou dans sa période de vacances, il ne manquait jamais d'aller saluer ses cousins d'enfance de la famille Paquette à Lillet. Voici quelques extraits des récits de Jean Le Tartre tirés de son livre « Fragments Jean Le Tartre vu de l'intérieur ». La maison de ceux dont j'oublie le nom. Oui, c'est juste à côté de la maison du notaire, une maison sobre, carrée, de couleur beige éteint et vert de gris, mais grisonnante, toute pleine de fleurs et de délicates attentions. De la fenêtre de la cuisine flottait une odeur de beigne, de bouillon bouillant et de « oui, je t'aime toujours ». 2 vieux dont je ne connais ni les noms ni l'origine partaient tous les soirs faire leur marche en se tenant par la main, lui la regardant avec des yeux brillants et elle avec un sourire éternel. Cette maison était selon moi la maison du bonheur. Je croyais qu'ils vivaient ensemble comme cela parce qu'ils s'aimaient comme s'aiment certaines vieilles personnes. Ils se tenaient par la main pour se protéger mutuellement, tant ils avaient peur de mourir, comme le font tant d'autres vieilles personnes. Lui disparut un mardi et elle aussi. Dans ma petite tête d'enfant, cela n'était pas mort, non. Il s'était simplement fondu lentement dans les arbres, dans le paysage, et était devenu transparent. Aujourd'hui, cette maison est un bed and breakfast pour jeunes mariés amoureux uniquement. Le feu et les inondations n'ont jamais réussi à la détruire. Faut croire que le bonheur est difficile à effacer. De la fenêtre de la cuisine flotte toujours une odeur de beigne, de bouillon bouillant et de « oui, je t'aime toujours ». Burel. Le restaurant Burel n'était pas uniquement un restaurant, mais aussi la station d'essence du bout. Le propriétaire s'appelait et s'appelle toujours Poirier. 2 parties. L'avant, où il y avait un comptoir lunch de marbre blanc et froid, où l'on pouvait acheter des bonbons à la scène. C'est là que j'ai connu le goût si spécial des petits outils en réglisse, des boules noires, des caramels durs et des petits cornets à l'érable. L'arrière, avec ses 4 cabines où se réunissaient les femmes l'après-midi pour y prendre un sundae aux cerises et un petit gâteau vachon. Ces bonnes âmes placotaient, méméraient, disant en tout bien tout honneur tout le mal qu'elles pensaient des autres. La religion les avait bien éduquées.
Devant le restaurant, une pompe à essence, véritable poème, avec une longue poignée sur le côté. Il fallait pomper l'essence qui montait dans un grand bassin de verre entouré d'un ceinturage de fils de fer, puis l'essence descendait par un boyau dans le réservoir de l'auto. Le manège se poursuivait de la sorte jusqu'à ce que le plein soit fait. Alors, miracle, une odeur extraordinaire nous envahissait, l'odeur d'essence rouge. Quand, chez Burel, quelqu'un faisait le plein, les enfants s'y rendaient à la course afin d'y respirer l'odeur de l'essence. Par temps de pluie, il y avait à la surface de l'eau qui coulait le long du trottoir un arc-en-ciel extraordinaire créé par les restants d'essence qui y tombaient. Ce furent mes premières émotions vis-à-vis la couleur. Une spécialité du restaurant était la venue de Tipol, qui achetait un Pepsi et qui ensuite se mettait à roter, à faire trembler le village entier. Le monde en parle encore. La preuve, je vous en parle. Aujourd'hui, une pompe pimpante, sans dégouliner, règne devant le restaurant Burel. L'intérieur est maintenant aussi insignifiant que tous les restaurants pompes du pays et notre brave ami Tipol est parti roter au paradis. Puisse le Seigneur, dans sa grande bonté, comme à Cana, changer le vin du ciel en un Pepsi miracle. À l'école primaire. École primaire, et Dieu sait qu'ils avaient raison de dire primaire, les petits frères. Une bâtisse en briques rouges avec son clocher maintenant disparu. C'est là que j'ai compris ce que c'était de perdre son tableau d'honneur. C'est là que j'ai entendu le bruit de la strappe du frère venir s'écraser dans ma main. Debout, sur la pointe des pieds, les larmes me pissaient les yeux et je criais « Pardon, je ne le ferai plus ». Un coup, 2 coups, 3 coups, comme au théâtre, mais sans les applaudissements. Chez les enfants, cela s'appelait recevoir le sifflet. Si l'école était pénible l'hiver, il faut aussi dire Wrigley Bros Circus, si ma mémoire est bonne, venait s'installer dans la cour. C'est là que j'ai enfin connu l'odeur si enivrante du vinaigre et des frites, le goût spécial des hot dogs stimés et le piquant de la bière d'épinette froide. Il y avait aussi la tante de la plus grosse femme du monde, du mangeur de feu et de fort jolies choses humaines dans le formol. Les manèges et la grande roue, tout le monde s'amusait ferme, mais derrière les fenêtres du collège, les religieux attendaient l'automne en se frottant les mains. Tout le monde les appelait les petits frères Matamin ou les Corneilles. Ils ne m'ont jamais touché autrement que pour me battre. Oui, j'y ai goûté plus d'une fois au fameux siffleux. Cela n'a pas créé des relations très chaleureuses entre eux et moi. Où donc est rendu le frère Georges Maurice, joueur de hockey et pompier, le gigantesque frère Agathok, qui jouait de la flûte traversière pour nous tenir sages. Il nous disait « Messieurs, Mozart » et commençait notre formation musicale. Un jour, descendant vers le sous-sol de l'école, je me suis planté une écharpe dans la main, une grosse écharpe, encore plus grosse que cela. « Fais un homme de toi », me disait le trou-de-cul de frère infirmier. La blessure a passé comme passe toute chose, mais je me souviens toujours que mes plus grandes douleurs à l'école me sont surtout entrées par les mains, un doigt brisé dans une porte et un bras fracturé sur les balançoires. Faut pas me parler du beau temps des études dans ce collège, car j'ai maintenant des tendances à économiser pour m'acheter un bazooka. Vous avez entendu ce soir quelques extraits des récits de Jean Letarte, tirés de son livre « Fragments Jean Letarte, vu de l'intérieur ».
Texte de présentation, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameaux découverts à Québec, qui tient à remercier sa conjointe, Monique Trampe, pour m'avoir permis d'utiliser les écrits de Jean, de même que les photos de ses toiles. Cette série a été produite en collaboration avec clédeportneuf.tv.